Bonjour ou bonsoir à chacune et à chacun. Je suis personnellement très content de vous retrouver après ces longues semaines d'arrêt pour les grandes vacances. Ce n'est pas l'actualité qui manque, comme vous le savez en regardant les informations tous les jours, comme moi-même. Eh bien, il y a des tensions relativement graves, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Aujourd'hui, compte tenu de la situation qui est en train d'évoluer fortement à partir de ce lundi 8 dans l'Hexagone, puisque c'est la date que le gouvernement a choisie pour demander sa confiance à l'Assemblée nationale, eh bien, nous allons surtout parler de la situation de la France, qui nous concerne naturellement très directement. Vous savez que dans le gouvernement actuel, il y a des projets qui sont actuellement à l'étude et qui concernent l'outre-mer, qui concernent la Nouvelle-Calédonie notamment, mais aussi des problèmes de vie chère aux Antilles, Guyane et dans l'ensemble de l'outre-mer. Donc nous allons commencer par les problèmes nationaux. Et pour bien se comprendre, il me paraît nécessaire de préciser quelques chiffres, parce qu'il est beaucoup question de déficit, il est beaucoup question d'économie, mais je suis convaincu que pour la plupart d'entre nous, eh bien, il est assez difficile de concevoir, par exemple, ce que représente 3 500 milliards d'euros d'endettement. Chacun d'entre nous a rarement eu l'occasion de faire des opérations sur 1 milliard, même sur 1 million d'euros. Et quand on nous parle de 3 500 milliards d'endettement, il faut savoir à peu près de quoi on parle. D'abord, les 3 500 milliards d'endettement, eh bien, c'est un chiffre assez voisin de ce que la France produit chaque année. La France produit chaque année environ 3 200, 3 300 milliards de richesses. Tout ce qui est production agricole, industrielle, de services publics, privés, etc., ça représente à peu près le montant de l'endettement. En fait, l'endettement représente 115% du produit intérieur brut. L'endettement est encore supérieur au produit intérieur brut. Mais revenons à l'endettement lui-même. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, c'est assez facile, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de se rendre compte de ce que ça représente. Si vous prenez ce chiffre de 3 500 milliards d'endettement et que vous le divisez par le nombre de Français dans l'Hexagone et Outre-mer est aujourd'hui autour de 68 millions. Nous sommes environ en France 68 millions de personnes. Vous prenez 3 500 milliards d'un côté, vous divisez par 68 millions de côté et vous arrivez à un chiffre de l'ordre de 50 000 euros. 50 000 euros, c'est le montant de l'endettement français pour chacun des Français. Mais ce n'est pas pour chacun des Français adultes, chacun des Français qui travaillent, c'est pour chacun des Français en général. C'est-à-dire que le nourrisson qui est né il y a 3 jours, il naît avec sur la tête une dette de 50 000 euros. La personne qui gagne une retraite de 600 euros par mois, eh bien, se trouve responsable d'un endettement de 50 000 euros. Le chômeur qui n'a pas d'autre revenu que l'indemnité de chômage, eh bien, l'endettement représente également 50 000 euros. Alors, 50 000 euros, c'est assez facile que chacun d'entre nous se représente ce que c'est. Notamment, 50 000 euros, c'est le prix d'une voiture déjà importante. C'est même le prix de 2 voitures moyennes. Une voiture moyenne est autour de 20 ou 25 000 euros. Eh bien, avec 50 000 euros, on peut acheter 2 voitures. C'est le prix de la réparation importante d'une toiture. C'est le prix de 2 ou 3 clôtures qu'on va réparer quand on est agriculteur et qu'il faut, sur plusieurs côtés de la propriété, eh bien, faire en sorte que les chiens ne viennent pas manger les moutons. Donc c'est une somme que nous pouvons appréhender, mais qui est évidemment importante pour chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle le gouvernement estime qu'il faut faire quelque chose
Mais enfin, depuis le jour où on estime qu'il faut faire quelque chose et qu'on ne fait rien, ça a un aspect relativement saisissant. J'ai personnellement écouté le discours du Premier ministre dans lequel il demande la confiance de l'Assemblée nationale. C'est un discours qui n'a rien apporté de nouveau, mais qui a quelque chose de totalement paradoxal. Quand on est aux affaires, quand on est Premier ministre en particulier, on n'est pas là seulement pour attirer l'attention. On n'est pas là seulement pour faire des leçons de morale. On n'est pas là seulement pour dire aux députés « prenez vos responsabilités ». On doit d'abord, évidemment, commencer par faire ce constat. C'est élémentaire, c'est le b.a.-ba. Mais après, il y a deux choses qu'il faut faire quand on est au pouvoir. La première chose, c'est de proposer une explication des causes pour lesquelles la situation est aussi catastrophique. Donc il faut dire les causes. Est-ce que ce sont des causes qui datent de l'année dernière? Est-ce que ce sont des causes qui datent d'il y a 10 ans? Est-ce que ce sont des causes qui datent aussi d'il y a 60 ou 70 ans? C'est le devoir d'un groupe de dirigeants, et notamment d'un gouvernement, que de dire voilà voici la situation et voici les raisons pour lesquelles nous sommes dans cette situation. Car ce n'est que si on fait un diagnostic partagé des raisons, des causes, qu'on peut arriver à proposer une politique de redressement. Quand vous allez voir votre médecin, que vous lui dites que vous avez mal au ventre, le médecin ne va pas simplement vous dire « mais puisque vous avez mal au ventre, voici l'ordonnance que je vous donne ». Il y a beaucoup de chances pour que ça ne vous guérisse pas. Le médecin va vous ausculter normalement, il va essayer de localiser le mal de ventre, et si l'auscultation qu'il fait ne lui suffit pas pour localiser le mal de ventre, il va vous faire une ordonnance pour aller faire des analyses médicales, pour aller faire un scanner, peut-être, etc. Et puis lorsqu'on aura tous ces résultats, lorsqu'on saura à peu près, en médecine on n'est jamais sûr à 100%, lorsqu'on saura à peu près les causes de votre mal de ventre, on vous donnera une ordonnance, peut-être une opération chirurgicale, pour mettre un terme à votre mal de ventre. Eh bien, quand on est au gouvernement, c'est cette démarche-là qu'on doit avoir, et c'est cette démarche-là qu'aucun gouvernement français n'a adopté au cours des 30 ou 40 dernières années. Depuis 1974, le budget de la France est en déséquilibre, et depuis 1974, le déséquilibre ne fait que s'aggraver. Et lorsque l'actuel Premier ministre vous dit, comme il l'a fait dans son discours de lundi, que lorsqu'on sera à 3% de déficit annuel, eh bien, l'endettement va cesser d'augmenter, cela n'est pas vrai du tout. Tant que vous avez 1 centime de déficit, vous êtes obligé d'emprunter pour le combler, ou bien alors tout de suite de dépenser moins, de diminuer vos dépenses. Mais dire que l'endettement va commencer à diminuer lorsque on sera à 3% de déficit, c'est une contre-vérité. Et il est quand même assez dramatique d'entendre un Premier ministre dire des choses comme ça qui ne correspondent pas à la réalité. Ce que on vous propose, ce que le gouvernement propose de faire comme économie, 44 milliards. Alors, vous entendez faire des économies, ça veut dire dépenser moins, mais pas du tout. C'est un autre chiffre qu'il faut ausculter avec précision. Quand on vous dit on va faire 44 milliards d'économies, ça ne veut pas dire qu'on va diminuer les dépenses actuelles de 44 milliards. Ça veut dire que si on ne fait rien, les dépenses actuelles vont augmenter de 60 ou 80 milliards, mais que si on fait des économies, elles ne vont augmenter que d'un peu moins. Elles vont augmenter toujours, mais il y aura un ralentissement. Les 44 milliards ne sont pas des économies, c'est un ralentissement de la dépense. Pour qu'on soit sur un chemin vertueux, il ne faut pas simplement se fixer un objectif de 44 milliards de ralentissement de la dépense, il faut se fixer un objectif
de diminution de la dépense. Et alors, ce qu'il y a de véritablement surréaliste, c'est que le Parti socialiste considère qu'un ralentissement de la dépense de 44 milliards, c'est trop, et qu'il faut en arriver à un ralentissement de la dépense seulement de 22 milliards. C'est tout de même assez curieux que dans un pays où on augmente, où les taux d'intérêt qu'on doit payer augmentent sans cesse, on se contente de souhaiter qu'il y ait un ralentissement de la dépense, soit de 44 milliards, soit de 22 milliards. Ça veut dire que nous avons une classe politique, toutes tendances confondues, qui est dans le déni et qui refuse de prendre acte de la réalité et de proposer au peuple français les véritables remèdes. Ça ne doit pas vous étonner. Il y a quelques mois, aussi bien le Sénat que l'Assemblée nationale ont décidé d'augmenter les indemnités que perçoivent les sénateurs et les députés pour exercer leurs fonctions. Quand on s'en prend à des retraités qui touchent parfois 1 000 € ou 900 € par mois en disant que les retraités doivent faire des efforts, eh bien, augmenter encore des indemnités qui sont de 8 000, 9 000, 10 000 €, ça a quelque chose d'indécent, il faut le dire. Alors, lorsqu'on a un endettement aussi important, je pense que le montant de l'endettement, on le saisit un peu mieux, c'est autour de 50 000 € par personne. Lorsqu'on a un endettement aussi important et qu'on va emprunter sur les marchés, eh bien, on doit payer des intérêts. Et aujourd'hui, les intérêts que doit payer la France pour renouveler ses dettes, je dis bien renouveler ses dettes, les intérêts sont autour de 4 ou 4,5%. Et ce qui figure dans le budget annuel de la France, notamment pour l'année 2025, c'est une somme concernant l'endettement, mais ce n'est pas un remboursement, contrairement à ce que croient beaucoup de députés. J'ai eu l'occasion d'échanger là-dessus avec des députés. Les députés croient qu'on rembourse 65 milliards par an. Ce n'est pas vrai. Les députés ne sont pas au courant de ce qu'ils votent eux-mêmes. Les 65 milliards qu'ils votent pour 2025 ou pour 2026, c'est un chiffre qui sera encore plus important en 2026, c'est uniquement les intérêts. Donc les intérêts de la dette française représentent aujourd'hui 65 milliards. Et c'est intéressant de comparer ces 65 milliards, qui pourraient être 65 millions. L'important, c'est l'évolution qui est intéressante. Eh bien, les 65 milliards sont à comparer au budget de l'éducation nationale. Eh bien, le budget de l'éducation nationale en France, il est de 55 milliards. C'est-à-dire qu'il est 10 milliards en dessous des simples intérêts qu'on paye pour l'endettement de la France. Après, on va s'étonner qu'on n'ait pas assez d'argent pour payer les enseignants. Il y a de moins en moins de candidats à l'enseignement. Il y a de moins en moins de gens qui se présentent en concours administratif. Mais quand on a 55 milliards de budget de l'éducation nationale et qu'on a 65 milliards de remboursement d'intérêts, c'est pas étonnant qu'on n'ait pas assez d'argent pour payer les enseignants, ni pour payer les fonctionnaires. Alors on croit que les fonctionnaires sont contents parce qu'ils ont la sécurité de l'emploi. Pas du tout. Beaucoup de fonctionnaires sont très malheureux. On aura l'occasion d'y revenir à un autre moment. Donc c'est ça. Donc 65 milliards à comparer au budget de l'éducation nationale. Le budget de l'armée, c'est un budget de 40 milliards, la défense nationale. 40 milliards comparé à 65 milliards de paiement des intérêts. Donc le budget de l'armée est très faible. L'armée, parfois, doit faire des entraînements, n'a pas assez d'argent pour payer le carburant qu'il faut mettre dans les camions ou dans les chars. Alors je ne dis pas qu'il faut augmenter dans des proportions terribles le budget de la défense, je ne suis pas sur cette ligne-là, mais si on parle de guerre, et le gouvernement vient de dire, pas le gouvernement, mais le président de la République, que la France allait contribuer à mettre sur pied 50 000 hommes armés avec la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne prenant en charge la moitié et la France l'autre moitié. Déjà, on a un budget de défense nationale qui est de 40 milliards et qui est insuffisant.
comment on va faire pour augmenter le budget de la défense nationale quand on sait qu'on doit faire face à 65 milliards de paiements d'intérêts chaque année. Nous nous plaignons de la justice. Le budget de la justice aujourd'hui, c'est-à-dire pour payer les magistrats, les greffiers, pour faire des prisons, pour payer le personnel pénitentiaire, qui est très mal payé compte tenu des risques qu'il prend, eh bien le budget s'élève à 10 milliards. 10 milliards comparé à 65 milliards de paiement des intérêts. Et ne parlons pas du budget de la santé. Nous savons tous la grande misère qu'il y a au CHU de la Ménard et dans la plupart des hôpitaux de France. Aujourd'hui, il y a beaucoup de malades qui attendent dans les couloirs des urgences et qui meurent dans les couloirs des urgences. Cette mortalité à l'hôpital, ces suicides de médecins, ces difficultés à avoir les soins, tout cela s'explique directement par le fait que l'argent est trop important, les sommes sont trop importantes que nous devons consacrer aux 65 milliards de paiement des intérêts sur la dette que nous avons. Et chaque année, la France doit emprunter autour de 300 milliards d'euros. 300 milliards d'euros, non pas pour rembourser, mais pour renouveler. C'est-à-dire qu'il y a 300 milliards de créanciers, de prêteurs qui viennent dire à la France « Vous nous devez cet argent-là, remboursez-le nous ». Et la France dit « Eh bien, je ne peux pas vous le rembourser, renouvelons la dette que nous avons envers vous ». Je suis un ancien directeur de banque, comme vous le savez pour la plupart d'entre vous. Eh bien, quand un client venait me voir pour me dire « Prêtez-moi de l'argent pour rembourser une autre banque », j'étais évidemment très dubitatif, je ne lui prêtais pas d'argent. Quand quelqu'un est dans cette situation-là, il lui faut prendre des mesures drastiques, des mesures très fortes pour que cette personne se sorte de la situation. Il y a un autre élément qui est d'ordre moral. Pas seulement le fait que nous demandons à nos enfants et nos petits-enfants de rembourser de l'argent que nous avons, nous, dépensé. C'est que 60% de l'endettement de la France, c'est-à-dire 60% des 3 500 milliards dont nous parlions au début, eh bien, ne sont pas empruntés auprès des banques françaises ou bien de la Banque de France. 60% de ces sommes sont empruntées à l'étranger. Nous avons déjà eu l'occasion de le rappeler ici. 60% de l'argent que la France les doit à des étrangers. Et qui sont ces étrangers? Ces étrangers ne sont pas simplement des grandes entreprises ou des grandes banques qui ont besoin de placer leurs excédents de trésorerie. Il y en a dans la masse. Mais l'essentiel de cet argent que doit la France, eh bien, elle le doit aux paradis fiscaux. Et les paradis fiscaux sont des lieux, il y en a dans la Caraïbe, mais il y en a en pleine Europe aussi. Le Luxembourg est un paradis fiscal. L'Angleterre, à certains égards, dans le Montana, aux États-Unis, c'est un paradis fiscal. Il y en a partout. Hein. Ce n'est pas seulement quelques îles dans la Caraïbe, mais dans ces paradis fiscaux, il y a beaucoup d'argent de la drogue, d'argent de la prostitution, d'argent du trafic d'êtres humains et d'argent du trafic d'armes. C'est avec les gens qui sont propriétaires de cet argent que la France paie ses fonctionnaires à partir du mois de juin ou du mois de juillet. Comment voulez-vous qu'un pays soit souverain quand il dépend pour payer ses fonctionnaires de la voyoucratie internationale? Même les avocats, les magistrats sont soumis à des pressions de corruption de la part de gens qui sont propriétaires de ces capitaux prêtés au Trésor français. Cela veut dire que nous avons une justice, un appareil judiciaire, avocats et magistrats confondus. Cet appareil judiciaire peut ne pas être totalement indépendant. Un homme est un homme, quel que soit son statut professionnel. Et si on lui propose des sommes considérables pour fermer les yeux sur un certain nombre de délits du narcotrafic,
un va refuser, deux va refuser, trois vont refuser, mais peut-être le 30e va accepter. Et on aura une justice qui ne sera pas tout à fait objective. Donc, telle est la situation sur laquelle nous devons réfléchir et sur laquelle nous devons proposer des solutions. En tout cas, ce que je propose, ce que vous proposez, n'a peut-être pas de chance d'être retenu par le président de la République ou par le Premier ministre, mais si nous ne réfléchissons pas tous ensemble, et chacun d'entre nous a une capacité de réflexion qu'il faut mobiliser, eh bien nous ne serons pas en mesure de comprendre ce qui se passe et les difficultés dans lesquelles nous serons entraînés. Parce que si demain des décisions exceptionnelles sont prises pour résorber l'endettement, c'est votre revenu qui sera concerné. Et si des décisions exceptionnelles sont prises pour aller en guerre alors qu'on n'a pas les budgets nécessaires pour aller en guerre, eh bien c'est votre budget qui sera également mis à contribution. Donc, il faut aller vers des solutions. Alors, il y a déjà une possibilité, c'est de prendre acte que nous pouvons difficilement compter sur les députés et les sénateurs pour prendre en tout cas leur majorité, pour prendre les mesures qui sont nécessaires. Que, comme je le rappelais, à cette époque de disette budgétaire, de disette financière, les députés et les sénateurs ont voté une augmentation de leurs indemnités. Donc, est-ce qu'ils vont prendre des mesures qui vont porter atteinte à leur propre confort? Un certain nombre accepteront, mais peut-être pas tous. Alors, il y a déjà une série de mesures qui consisterait à diminuer, mais d'une semaine à l'autre ou bien d'un mois à l'autre, l'ensemble des dépenses qui sont constatées au plus haut niveau de l'État. C'est-à-dire qu'au niveau de la présidence de la République, au niveau du Premier ministre, au niveau des ministres, au niveau des députés, au niveau des sénateurs et au niveau des hauts fonctionnaires, d'une manière générale, tous ceux dont les indemnités, les salaires, les frais, etc., dépassent la somme, disons, de 10 000 €, eh bien, décidons que toutes ces sommes-là devraient être diminuées d'au moins 25%. D'au moins 25%. Ça ne réglerait pas le problème des 3 500 milliards, mais cela serait un signal considérable. Vous savez qu'il y a des hauts fonctionnaires qui gagnent plus de 20 000 € net par mois. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale l'a lui-même dit à la télévision. Je crois qu'il gagne 23 000 € par mois. Eh bien, que tous ceux qui gagnent avec votre argent, de vos impôts, l'argent public, tous ceux qui gagnent plus de 10 000 € par mois prennent l'initiative de diminuer leur rémunération de 25%. Ce serait un signal tout à fait considérable, parce que les paroles, les grands discours, les gens n'y croient plus beaucoup. Une deuxième démarche consisterait à utiliser l'article 11 de la Constitution qui prévoit qu'on puisse consulter par référendum le corps électoral tout entier pour réaménager les ressorts l'organisation des pouvoirs publics et puis également pour refonder une politique économique et sociale. Regardez sur Internet l'article 11 de la Constitution de 1958 qui prévoit ce genre de consultation sous réserve naturellement de certaines conditions. Notamment, il faut que le Premier ministre propose cela au président de la République. Bon. Donc, il y a des conditions à remplir. Mais ce serait une manière efficace de passer par-dessus la tête des députés et des sénateurs qui ne seront probablement pas pressés de se faire harakiri d'une certaine manière. Alors, que devrait-il y avoir dans les questions posées par l'intermédiaire de ce référendum d'initiative populaire? Eh bien, l'une des premières choses, je dirais qu'il y a deux choses prioritaires à faire. Premièrement, revoir le système de financement
de la protection sociale en France. Ce système, pour le moment, est principalement payé par les salariés et par les entreprises. Ce qui fait que lorsqu'une entreprise vous donne 100, ça lui coûte 160 ou 170, et que vous, il ne vous reste dans la poche que 70 ou 80, après la TVA, après l'impôt sur le revenu, etc. Donc il faut faire en sorte que le salaire net soit égal au salaire brut et que l'entreprise ne paye pas trop lorsqu'elle vous paye, vous, en tant que salarié. Ça, c'est une première chose dont il faudrait demander aux Français s'ils sont d'accord pour la faire ou bien s'ils ne sont pas d'accord. Et financer la protection sociale autrement, par l'impôt sur les revenus, par la TVA ou par l'impôt sur les sociétés, mais au niveau de la fiscalisation de ce que l'entreprise a déjà gagné, pas au niveau de ce qu'elle paye pour employer, mais au niveau où les bénéfices sont déjà constatés. Donc une refonte du système de protection, du système de financement, de la protection sociale. Et puis, il y a un deuxième élément qui est très important également, sur lequel on doit consulter les Français, c'est le problème du double standard. C'est-à-dire qu'il y a une partie des Français qui sont payés selon le droit du travail normal, et puis une partie des Français qui sont payés selon le code de la fonction publique. Et ça fait évidemment deux statuts différents. Là aussi, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler. D'un côté, dans le secteur privé, des salariés ou des petites entreprises, les restaurateurs, les petits commerces, qui ne savent pas le matin combien ils vont gagner le soir. Les petits artisans, les petits commerces sont les véritables prolétaires du monde contemporain. Et puis de l'autre côté, eh bien, les fonctionnaires, les agents publics de la mairie, de la collectivité territoriale de la Martinique, de la préfecture, etc., qui savent à 22 ou 23 ans combien ils vont gagner jusqu'à la fin de leur vie, et même au-delà, puisque par le biais des pensions de reversion, les veufs et les veuves vont continuer à toucher de l'argent lorsque le fonctionnaire aura quitté cette terre. Eh bien, il est nécessaire de mettre un terme à ce fossé qu'il y a entre deux catégories de Français. Il faut harmoniser, c'est-à-dire qu'il faut que le statut de la fonction publique soit progressivement remplacé par la mise en place pour tous les salariés d'un statut comparable au statut du privé tel qu'il est aujourd'hui, avec une mise en cause de la responsabilité des uns et des autres. Si vous regardez le statut de la fonction publique, en fait, c'est un statut dont on aura l'occasion de reparler, mais qui ne responsabilise pas. Alors qu'on dans le privé, dans les années 2022-2023, il y a eu plus de 300 000 personnes qui ont perdu leur emploi pour cause d'insuffisance professionnelle, eh bien, dans le secteur public, qui emploie, je le rappelle, près de 6 millions de personnes, il y a une quarantaine de personnes qui ont perdu leur emploi pour cause d'insuffisance professionnelle. Je ne conteste pas qu'il y ait dans la fonction publique beaucoup de personnes de très haute efficacité, de très grand dévouement. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne méritent pas de gagner le salaire qu'ils gagnent. Par exemple, à la CTM à la Martinique, le président lui-même a reconnu qu'il y avait 80 personnes qui étaient payées depuis plusieurs années à ne rien faire en restant absolument chez elles. Donc c'est une chose sur laquelle il faut intervenir et sur laquelle il faut introduire des changements assez rapides. Alors il y a un troisième élément sur lequel il faut naturellement insister pour redresser la France, pour faire en sorte que les choses aillent mieux pour vous, pour moi et pour tout le monde, parce que cette situation est anxiogène pour tout le monde. Nos élus créent de l'anxiété, c'est très important. Une troisième solution, c'est que, aussi bien au niveau de la commune qu'au niveau
de la collectivité territoriale, de la région, du département dans l'Hexagone et de l'État, il faut que les oppositions soient intégrées dans les exécutifs. Les bureaux des conseils municipaux doivent comprendre des gens de l'opposition ou des oppositions. Que souvent, la majorité emporte tous les pouvoirs, avec la prime à la liste arrivée gagnante, alors que la majorité, au départ, n'a eu que 53 ou 54% des voix. Alors, avec la prime à la liste arrivée première, la majorité peut se retrouver avec 23 ou 24 élus sur 35 dans un conseil municipal. Et puis, ceux qui représentent plus de 45% des électeurs, ils ont 10 sièges sur 35 conseillers municipaux. Il faut reprendre cela. Il faut remédier à cela parce que cela crée de la violence. Le fond du problème, c'est la violence. Et la violence, elle naît du fait que c'est ou bien tu gagnes tout, ou bien tu perds tout. Et ça crée encore de l'anxiété. Et puis il y a le problème des accords internationaux. Vous avez des gens qui vous disent, mais quand vous achetez une voiture, eh bien achetez plutôt une voiture française, ça va favoriser le travail français. Mais c'est d'abord à ceux qui passent les accords internationaux, avec la Chine en particulier, que de faire des accords internationaux qui permettent à la France de sauvegarder son industrie. Or, je ne dis pas qu'il faut fermer les frontières, mais il faut que la concurrence internationale se fasse dans des conditions loyales. Et lorsque vous avez, dans certains pays, des salaires très faibles, une protection sociale quasi inexistante, et puis des aides publiques en permanence, eh bien la concurrence n'est pas loyale par rapport à des pays où il y a une protection sociale, où les salaires sont plus élevés, etc. Donc si on ne veut pas que le processus qui a commencé de destruction de l'économie française se poursuive jusqu'à un chômage généralisé, il faut revoir dans quelles conditions les accords internationaux sont négociés et signés, parce que de là viennent beaucoup de problèmes. Vous avez vu il y a quelques jours la démonstration de force de la Chine, avec beaucoup de sobriété, mais en même temps beaucoup d'éloquence. La Chine est en train de détruire l'économie de la plupart des autres pays. Et donc, c'est le pouvoir économique qui va l'emporter, qu'on le veuille ou non. Bien, si on veut que cela se ralentisse ou que cela cesse, il faut exiger des Chinois qu'ils aient une protection sociale qui soit comparable à la protection sociale des pays avec lesquels ils sont concurrents. Sinon, on ne va pas cesser de supprimer des jours fériés en France, de vous demander de travailler plus, etc., etc. Et puis, in fine, et ce sera ma conclusion aujourd'hui, il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on est condamné à être dans une société de consommation qui ne s'achève pas, ou bien est-ce qu'on a la volonté de privilégier l'épanouissement de la personne, notamment par des activités culturelles, plutôt que d'inciter, notamment par la publicité, chacun d'entre nous à acheter, à acheter, à acheter, à consommer, à consommer, à consommer, toujours davantage. C'est la question qu'il faut se poser lorsqu'on doit réexaminer le modèle français de fonctionnement socio-politico-économique. Merci de votre écoute et à un autre soleil.